Yves Guilloux, alias Ralph, alias Guérin-Sérac, est enfin mort le 9 mars 2022. Il avait 95 ans. Anticommuniste fanatique, suprémaciste européen, fondamentaliste chrétien, c'était un homme de réseau et de secret avec beaucoup de sang sur les mains. Il a été soldat et agent au service de la France, il a combattu en Corée, en Indochine et en Algérie, mais il est aussi passé par l'OAS et la police secrète portugaise, l'Espagne de Franco et l'une ou l'autre dictature sud-américaine. Il a envoyé des mercenaires lutter contre la décolonisation de l'Afrique et a participé au terrorisme de la stratégie de l'attention en Italie. Explorer sa vie, les époques et les idées qui l'ont forgé, c'est plonger dans les égouts de la guerre froide. Entre idéologie et renseignement, au milieu des réseaux parallèles paramilitaires et sectaires. Et on découvre alors une tripotée de fascistes, profitant d'une période faste et internationale pour une fachosphère terroriste, faite d'alliances avec des services et des capitalistes fanatisés à la contre-révolution. Et aujourd'hui, au moment où partout des réactionnaires se proposent d'offrir un dernier souffle à un capitalisme suicidaire, y voir clair dans tout ça pourrait malheureusement nous être utile. Alors bienvenue dans ce portrait du terroriste français Yves Guilloux et de son monde, intitulé « Agent Occident ». 4e épisode, 1962-1974. Jusqu'ici, les choses ont été assez simples, pour Yves Guilloux comme pour nous qui retraçons sa vie. Entré dans l'armée en 1947, puis au contre-espionnage moins de 10 ans après, il a suivi les ordres et nous avons suivi le développement des paras français et de leur doctrine de guerre révolutionnaire. De l'Indochine à l'Algérie, du contrôle des populations civiles à l'ingénierie sociale, et jusqu'à ce qu'elle dégénère en un groupe terroriste mu par le suprémacisme occidental. Bref, on a précisément vu de quel moule Yves Guilloux est sorti. Dans cet épisode, on va voir qu'en entrant dans la clandestinité à 35 ans en février 62, il n'a pas uniquement rejoint l'OAS, mais aussi ce que certains appellent l'international noir. Un monde clandestin peuplé de réactionnaires de différentes époques et milieux, d'agents d'influence et de terroristes en tout genre, et d'agents de différents services de renseignement et de différents pays. Il est parfois très difficile de savoir qui et quoi, et le secret et la manipulation y sont omniprésents. Guilloux y est un personnage clé, et le suivre dans ses méandres va nous permettre de nous faire une idée assez claire de ce qu'a pu être cet international et du rôle qu'il va y jouer. Comme dans l'épisode précédent, il va donc être question de réseaux, d'idées et d'intérêts qui coagulent. Mais la lutte et les objectifs de Guilloux s'internationalisant, les réseaux qui forment le monde dans lequel il va évoluer vont être beaucoup plus nombreux. Alors commençons par un point théorique simple. Qu'est-ce qu'un réseau ? En gros, il en existe 3 types. Centralisé, où un seul nœud concentre la majorité des connexions. Décentralisé, avec plusieurs nœuds centraux reliés entre eux. Et distribué, c'est-à-dire sans centre. On va voir que les 3 existent ici, mais retenez déjà que l'internationale noire elle-même est informelle et distribuée. C'est important parce que ça veut dire qu'elle n'a pas de tête. Ça va nous éviter de sombrer dans le simplisme et la paranoïa, et ça va nous pousser à nous pencher sur les groupes et les personnages, et les intérêts et idées partagés qui, ensemble, mettent cette internationale en mouvement. Mais on va donc aussi devoir ouvrir pas mal de parenthèses, tout en essayant de suivre chronologiquement le parcours et les actions d'Yves Guilloux, alias Guérin-Sérac, ou celui que ses amis italiens appelleront Ralph. Lei si ricorda della personalità di Ralph? Bene? Com'era? Come tipo? Guarda, una persona estremamente preparata, molto intelligente, abile. Molto religioso, ecco, mi ha colpito la religiosità di Ralph. Ralph ogni sera si leggeva la preghiera del paracadutista. Infallibilmente la preghiera del paracadutista Ralph se la leggeva, molto cattolico Ralph, molto cattolico. Ma una personalità affascinante. Ecco, quello che potrei dire è questo. Una personalità affascinante, un uomo estremamente pericoloso perché è estremamente privo di scrupoli, come tutti i cattolici integralisti. La civiltà cristiana si costruisce su milioni di morti. Ralph non avrebbe avuto scrupolo a fare milioni di morti per salvare la civiltà cristiana. Lui, c'est Vincenzo Vinciguerra. On verra dans la deuxième partie de cet épisode où toutes les routes mènent en Italie, comment lui et Guilloux se sont connus. Mais avant de retrouver Ralph, ouvrons une parenthèse autour des 3 moutures de l'international noir en nous basant sur le livre The Darkest Side of Politics de l'historien Jeffrey Bale. La première, vous la connaissez, c'est celle des nazis les plus malins qui sentent dès 1944 la défaite venir et installent des réseaux d'entraide logistique et financiers à travers l'Europe et jusqu'en Amérique latine. Ces réseaux vont aider des industriels à se refaire et faciliter l'exil et la reconversion de SS recherchés. On les appelle Odessa ou Die Spinne. Ils sont décentralisés, mais une figure sort quand même du lot, Otto Skorzeny.
Connu pour ses faits d'armes en tant qu'ancien chef des forces spéciales nazies, après-guerre il est basé à Madrid et reconverti dans les affaires et les activités anticommunistes clandestines. Il joue un rôle important, mais lui et ses réseaux sont souvent surestimés. En réalité, dès 1945, personne n'est plus efficace pour planquer des SS ou des collabos que les catholiques traditionalistes et surtout les services de renseignement, et en particulier le CIC, le renseignement militaire américain qui a aidé Scorzeni à s'exiler. On verra que le CIC a recyclé d'autres personnages clés de notre histoire, mais gardez déjà en tête qu'il y a ici deux réseaux distincts qui ne tardent pas à se chevaucher, celui des nazis clandestins et celui des nazis recyclés par les services. So using right-wingers, if you use them not politically but for intelligence purposes, is okay. Avançons vers la seconde mouture de l'international. En 1951, l'eau a coulé sous les ponts, pas vrai ? Les nazis ont purgé de maigres peines de prison, et avec l'installation de la guerre froide, partout en Europe, les pires réactionnaires et collabos commencent à sortir des poubelles de l'histoire et à réseauter. C'est ce que va faire le MSI, le parti fasciste italien dont vous reconnaissez la flamme. En 1951, il crée le Centre d'études européennes et sa revue Europe Unie. Ces organismes au nom euphémisé servent à organiser la même année à Malmö la première réunion européenne des mouvements fascistes d'après-guerre. C'est la création du MSE et elle entraîne dans son sillage la création de dizaines d'organisations nationales sœurs. Il faut rapidement ouvrir une parenthèse idéologique ici. La généalogie de cette visée européenne des réactionnaires remonte en fait aux années 20, quand en réaction à l'horreur de la Première Guerre mondiale naissent les premiers projets encore très théoriques d'Europe unifiée. Il y a les projets des conservateurs pan-européens qui seront doublés par la construction européenne telle qu'on la connaît, mais il y a aussi les délires fascistes de penseurs comme Drieux-La Rochelle, dans son livre Le mythe de l'Europe. C'est l'idée d'un empire européen suprémaciste et antidémocratique qui avait déjà tenté les Habsbourg en leur temps, et qui fait son retour au tournant de la Seconde Guerre mondiale, quand certains nazis commencent à la vendre aux collabos de tous les pays sous leur joug. Le Palais des Sports de Bruxelles a été le théâtre d'une manifestation monstre consacrée au thème « Réunion de tous les peuples européens dans la lutte contre le bolchevisme ». Cette idée forme une sorte d'arrière-plan idéologique pour l'international noir. Mais il reste des divergences, et la première, c'est forcément le niveau de racisme. C'est qu'avec ses sections locales, le MSE a des velléités électorales, et son programme est donc édulcoré. Restriction de l'immigration, défense de la culture occidentale, régénération spirituelle de l'homme. Mais pour l'ancien SS français René Binet, tout ça n'est pas du tout assez racialiste. Alors il va dès 1951 lancer une organisation concurrente, le Nouvel Ordre Européen. Sans section locale, mais avec un réseau plus dense reliant les organisations les plus violentes sur tout le continent et au-delà. Venons-en maintenant à la troisième mouture de l'international, celle que Guillou va rejoindre et qui sera façonnée par la DGR et le terrorisme de l'OAS. Elle prend forme dès 1960 sous l'impulsion de l'ancien ami du Grand Reich allemand, le Belge Jean Thiréard. En pleine décolonisation du Congo, lui et son acolyte Émile Le Serre ont pris le contrôle du comité d'action et de défense des Belges en Afrique. Ils l'ont transformé en mouvement d'action civique et immédiatement doté de sections de jeunesse formées à l'action directe, et de sections de choc composées d'anciens para-belges. Le MAC est donc plus violent et plus porté sur l'action clandestine, et noue énormément de contacts en Belgique et à l'étranger. Mais c'est avec l'OAS que les rapports sont les plus étroits, puisque le MAC diffuse sa communication et lui offre un soutien logistique avec l'ouverture d'un centre d'études et de formation contre-révolutionnaire. Officiellement, un réseau religieux inspiré par Jean Housset, qu'on a croisé dans l'épisode précédent. Mais en réalité, un réseau de planques pour des commandos de l'OAS actifs en métropole. Seulement en 1962, à l'approche de l'indépendance algérienne, Thiréard va pivoter du combat colonial vers un combat européen, et fonder Jeune Europe. Il a alors complètement intégré la doctrine de l'OAS et déclare par exemple que les plastiquages seront le mégaphone de l'anticommunisme dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais il pousse aussi la mise en réseau plus loin et tisse des liens dans des dizaines de pays, de l'Argentine à l'Afrique du Sud. Et, encore plus flippant, il a un programme, que l'historien Jeffrey Bale résume comme suit. La création d'une alternative européenne dont dépend la transformation radicale de la structure politique et sociale de l'Europe. La première étape étant la création d'un parti de combat européen avec des appareils clandestins structurés qui fomenteraient une série de révoltes populaires à travers l'Europe. Ce parti d'avant-garde révolutionnaire deviendrait ensuite le cœur d'un État autoritaire pan-européen. Voilà donc le genre d'idée déjà biberonné à la DGR qui structure l'international noir au début de l'été 62, quand Yves Guillou quitte précipitamment Oran et se réfugie à San Sebastian avec des restes de l'OAS. Seulement fin 62, il ne reste de l'OAS que deux noyaux concurrents représentant les deux courants qui ont toujours parcouru l'organisation. D'un côté la tendance fascisante, rebrandée en OAS-CNR, qui périclitera dès février 63,
et de l'autre la tendance la plus liée à la cité catholique, alors réunie autour de l'ancien para Pierre Château-Jaubert. C'est avec celle-ci que Guillou va traîner quelques mois et aider Château-Jaubert à monter en Espagne le mouvement de combat contre-révolutionnaire pour l'armée du Christ roi. Un réseau anticommuniste qui ne sera pour Guillou qu'un projet éphémère, puisque pour la suite, il va décider de suivre sa propre voie au Portugal. Avant de continuer, il faut ouvrir une parenthèse à tiroir et rencontrer quelques personnages hybrides et interlopes. Accrochez-vous. Dans un livre de 1986, Jean Parvulesco écrit « Dans les années 60, Raymond Abellio se rendit à Palma pour donner un cours de cabale judaïque et de haute subversion métapolitique à des commandeurs de l'appareil final de l'OAS. Déplions tout ça. D'abord, pourquoi Palma ? Eh bien, c'est là que se planque Lacheroy, exilé après sa condamnation en France pour sa participation au putsch d'Alger. Parvulesco ensuite. C'est un écrivain et ésotériste roumain anticommuniste, exilé en France et jouant les courroies de transmission entre différentes époques, services et réseaux d'extrême droite. C'est précisément ce qu'il fait ici en ramenant Abellio auprès des restes de l'OAS. Mais qui est-ce ? De son vrai nom, Georges Soulès. C'est un ancien technocrate socialiste qui a basculé dans la collaboration parce qu'il avait lui aussi un cauchemar européen. En 1942, dans le très antisémite « La fin du nihilisme », il écrivait « Le XXe siècle verra le triomphe de la révolution raciale européenne. Dans cette Europe qui naît par le fer et par le feu d'une guerre révolutionnaire, c'est le mythe du sang qui donne aujourd'hui un contenu concret et réel au vieil idéal continental des humanistes. » Pendant la guerre, Abellio est passé par le mouvement social révolutionnaire, fondé par Eugène Deloncle, l'ancien chef des terroristes d'extrême droite de la Cagoule actifs dans les années 30. Et après-guerre, s'il semble avoir troqué son racialisme pour le mysticisme, il reste fasciné par le terrorisme. C'est évident dans son roman La Fosse de Babel, où un personnage oppose communistes et fascistes à coups d'attentats sous fausse bannière pour en dégager une élite combattante d'envergure mondiale. En 1970, il rejoindra le comité de patronage de la revue du Grèce, fondé par Alain de Benoist, le fondateur de ce qu'on appelle la Nouvelle Droite, lui aussi féru de métapolitique. C'est-à-dire l'idée qu'il faut subvertir la société en pesant sur la culture, en changeant les valeurs et la vision du monde en amont des changements politiques. Pour le reste, on aura l'occasion d'approfondir les liens entre occultisme et extrême droite quand Guillou fréquentera les cercles templiers. Mais pour ce qui est de la cabale judaïque, on peut simplement dire que c'est une recherche du sens caché de l'histoire dans les symboles de la Torah. Et on comprend aisément qu'une telle recherche puisse brancher les colons terroristes de l'OAS qui viennent de perdre le combat de leur vie. Mais pourquoi cette parenthèse ésotérique ? Eh bien parce qu'Abellio intéresse jusqu'en Italie. Dans le même livre, Parvulesco dit avoir présenté en 62 une biographie très politique de cet ancien collabo à un certain Guido Gianettini, traducteur du mythe de l'Europe de Drieux-La Rochelle et auteur de livres sur la DGR. Il passe pour un pseudo-journaliste traînant dans les milieux d'extrême droite. En fait, il est bien autre chose. Il nome che sentirete fare più spesso in queste udienze è quello di Guido Giannettini, ex giornalista missino e agente del SID, il Servizio Informazioni della Difesa. Nonostante la sua proclamata ideologia fascista, Guido Giannettini entrò alle dipendenze del SID nell'ottobre del 66. Gianettini et Guillou seront liés à partir de 1964 et comploteront ensemble en Italie à la fin des années 60. On pourrait donc imaginer la réunion de Palma se tenir au tournant de 1963 et y voir Guillou s'inspirer du vieux collabo et surtout rencontrer Parvulesco qui l'aura ensuite mis en contact avec Gianettini. Mais tout ça reste conditionnel. Reprenons plutôt le fil. Début 63, Guillou est donc à Lisbonne. À ce moment de l'histoire, les théoriciens et praticiens de la DGR comme lui sont très convoités. D'abord parce que l'armée française a ouvert ses centres de formation à des officiers étrangers, mais aussi parce qu'elle a glorifié la figure du para français à travers une action psychologique d'envergure. Qui sont ces hommes ? Ils portent le béret rouge et la tenue couleur de jungle. Souples, silencieux, forts, le regard fier. Guerriers bondissant du ciel. Leurs chefs ont des noms connus. Massu, Bijard. Mais les paras et leurs méthodes ont alors déjà aussi leur roman à succès. Les Centurions de Jean Lartegui, qui sera bientôt adapté au cinéma avec Alain Delon et Anthony Quinn dans le rôle de Bijard. Et dans le même temps, certains des personnages des épisodes précédents ont aussi rédigé des livres et des manuels pour diffuser leur doctrine, ou ont même été recrutés à l'étranger, comme Trinquier par la sécession katangaise juste après l'indépendance du Congo, ou Ossares par les Américains, mais on en parlera dans le prochain épisode. Plus généralement, certains principes de la DGR ont aussi pris pied dans l'OTAN, dont fait partie le Portugal. C'est qu'en 1963, la dissuasion nucléaire ayant fait son chemin,
plus grand monde ne croit à une confrontation militaire directe avec les communistes, et les états-majors se rallient partout à l'idée d'une menace subversive et à la nécessité d'actions clandestines pour y faire face. Autant dire qu'Yves Guilloux n'a donc aucun mal à se faire recruter en tant que formateur dans la Légion portugaise par l'intermédiaire de gradés qu'il avait rencontrés dans les centres de formation algériens. D'autant que le Portugal lui-même est en train de s'enliser dans la décolonisation. Il a perdu Goa en 61, la guerre a débuté en Angola la même année, puis en Guinée-Bissau début 63, et elle débutera au Mozambique dès 1964. Guilloux ne va donc pas manquer de recrues à former, mais ça n'est pas le seul objectif qu'il va se fixer, ni le seul réseau qu'il va activer, puisqu'il est dès son arrivée à Lisbonne en contact avec Jacques Ploncart d'Assac, un compatriote, fondamentaliste chrétien et corporatiste, et ancien de l'Action française et des réseaux propagandistes d'entre-deux-guerres. Condamné en France pour son antisémitisme et sa collaboration, il est exilé au Portugal depuis 1944, où il dispose d'une revue et d'une émission de radio de propagande intitulée « La Voix de l'Occident ». Mais Ploncart d'Assac est surtout proche de Salazar, le dictateur portugais. Et c'est donc aussi grâce à lui que Guilloux va entrer au service de la PIDE, la police secrète portugaise très active dans les colonies et qui cherche alors à se doter d'un réseau de renseignements clandestins composé d'étrangers à envoyer dans divers pays d'Afrique. Guilloux, bien renseigné, va leur proposer bien plus que ça. Prise à la sauvette dans un restaurant de Porto par les services secrets portugais. La seule photo de Guérin Sérac, ici sous le pseudonyme de Morgan. Entre octobre 63 et février 64, Guilloux leur soumet un projet d'organisation qui mènerait une activité de renseignement contre les adversaires du Portugal, mais aussi des actions psychologiques anticommunistes dans les pays étrangers. Dans son offre, il détaille le type de coopération avec les services français qui seront mis au courant, l'utilisation de sociétés écrans, la zone d'activité devant comprendre l'Afrique et l'Europe, le financement, d'abord portugais mais visant à terme l'autonomie financière, le budget, estimé à environ 1 million d'euros annuels, et finalement la forme globale de cette structure clandestine. Cette offre sera acceptée par les Portugais, mais il faudra plus d'1 an à Guilloux pour mettre en place toutes les branches de son organisation. Lisbonne, où se sont réfugiés des officiers français, déserteurs, qui dirigent une agence de presse installée au premier étage de cet immeuble, Aginterpress. Une véritable agence internationale de subversion et de terrorisme, à la solde des services secrets fascistes portugais. Aginterpress, que dirige Yves Guérin Sérac, aux nombreux pseudonymes. La première branche, c'est donc Aginterpress, qui donne en général son nom à toute la structure Guilloux. C'est une agence de presse internationale qui sert 4 objectifs. Servir de couverture légale à toutes les activités de Guilloux et de couverture à ses agents, qui sont donc identifiés comme journalistes, mais aussi permettre de nouer des contacts à l'international en disposant de correspondants dans de nombreuses capitales, produire du renseignement, forcément, et permettre d'arroser les circuits de distribution de la presse d'extrême droite avec des communiqués et bulletins alarmistes sur la subversion internationale. La seconde branche, couverte par la première, c'est ordre et tradition, à cheval entre un think tank anticommuniste et un groupuscule réactionnaire occulte dont les membres sont initiés. Elle permet à Guilloux d'entrer en contact avec des dizaines d'organisations anticommunistes nationales et internationales qui pullulent alors absolument partout. Mais ordre et tradition sert aussi de couverture à une organisation paramilitaire totalement clandestine, la troisième que Guilloux va monter, l'Organisation d'action contre le communisme international. C'est elle qui lui permet de recruter et former des mercenaires et des militants qui pourront soit être mis au service des opérations portugaises, soit retourner dans leur pays continuer la lutte armés du bagage théorique et pratique de la DGR, soit servir dans des conflits non liés au Portugal, auquel cas ils seront recrutés par Présence Occidentale, la branche militaire d'ordre et tradition, dont le siège se trouve en Afrique du Sud, où Guilloux dispose d'un centre d'entraînement et bénéficie de liens avec le service de renseignement local, le BOSS. Et pour les militants les plus motivés qui voudraient devenir des cadres de l'OACI, Guilloux a concocté une formation idéologique qui tente de démonter le marxisme et met l'accent sur la primauté de l'esprit sur la matière, sur l'ordre naturel, sur les valeurs occidentales, le spiritualisme et le rétablissement de l'ordre. En 1966, toute la structure est donc prête, et ces organisations apparaissent pour la première fois sur la carte. Mais avant de passer en revue leurs activités, il faut dire un mot des équipes, pour lesquelles Guilloux a recruté à tous les étages. Il y a son frère, Jean, beaucoup d'anciens de l'OAS, d'anciens paras et d'anciens combattants, des théoriciens corporatistes, des anciens des renseignements étrangers ou des dictatures sud-américaines, plus encore quelques mercenaires et des militants d'extrême droite portugais. Mais surtout, il y a le numéro 2 de l'organisation, le second d'Yves Guilloux.
Son second est Robert Leroy, un ancien Waffen-SS, enrôlé après la guerre par les services secrets militaires américains. Leroy est bien plus qu'un Waffen-SS. Ce Français est passé par l'Action française, la Cagoule, les milices ultra-catholiques espagnoles, les renseignements de Vichy, la division SS Charlemagne et les commandos d'Otto Skorzeny, pour lesquels il a servi comme instructeur. Après la guerre, et après un peu de prison pour collaboration, il a donc été recyclé par le CIC et par les services de renseignement ouest-allemands, eux-mêmes tenus par un ancien nazi recyclé par le CIC, Reinhard Gehlen. C'est un nazi impénitent et un chasseur de communistes. Il opérait au sein du service de renseignement de la Wehrmacht, chargé du front de l'Est. Un vrai spécialiste. Rares sont ceux qui, comme lui, ont réussi à changer de camp avec autant de facilité. Les Américains étaient en effet impatients d'obtenir de Gehlen les informations qui leur manquaient. En été 1946, sur ordre des Américains, Reinhard Gehlen est envoyé en Allemagne. Il a pour mission de mettre sur pied un service de renseignement allemand que les Américains financeront pour surveiller l'Est. On reviendra sur Leroy et Gehlen quand on arrivera en Italie. Mais maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir passer en revue une partie des activités d'Aginterpress. Et le plus simple est d'avancer par zone géographique, et donc de commencer par l'Afrique et les affaires portugaises. Ce pourquoi Guillou a été recruté et payé par les ministères des Affaires étrangères et de la Défense portugais entre 1965 et 1969. Sur ce front, en plus du renseignement tout azimut, l'agence va donc être mêlée aux événements suivants. Le meurtre d'un ancien général hostile à Salazar, l'intoxication des mouvements indépendantistes angolais, une tentative de coup d'État en République démocratique du Congo, contrée par les réseaux de Jacques Foccart, le monsieur France-Afrique de De Gaulle. Une tentative de coup d'État en République populaire du Congo, avortée à nouveau à cause des services français. Une proposition d'établissement d'un État blanc au Katanga, la région de RDC la plus riche en minerais. Un ratage dans l'envoi de cadres militaires au Biafra dans un marché finalement remporté par Bob Denard, un mercenaire lié au service français. La collaboration avec les réseaux Foccart pour quand même envoyer des mercenaires au Biafra où se trouvent des réserves pétrolières alors convoitées par la France. L'envoi de mercenaires en Rhodésie, l'infiltration et l'intoxication du Front de libération du Mozambique et l'assassinat du chef de ce même mouvement indépendantiste, Eduardo Mondlane. Weldon Action next went here in search of mercenary soldiers. We were digging for the Lisbon end of the pipeline, rumoured to be feeding French mercenaries into Biafra. We are parked opposite number 13 Rua das Prajas in Lisbon. In theory, it's an amateurish press agency called Aginterpress. But in fact, we know it's a front for the main French mercenary recruiting station in Lisbon. En Amérique latine, les affaires ne démarreront qu'à partir de 1969, et Guillou n'y sera personnellement actif que dans le prochain épisode. On abordera donc tout ça en même temps. Restons plutôt en Europe pour l'instant, où les affaires d'Aginterpress vont entrer dans un tout autre registre, puisque depuis Lisbonne, Guillou réseaute en fait en permanence. Il y organise par exemple 2 rencontres internationales en 1967. Portés par ordre et tradition et réunissant des mouvements fascistes européens et sud-américains, leur objectif est identique à celui des précédentes moutures de l'Internationale noire. Tenter de lier et de coordonner les fascistes de divers courants à l'échelle du continent, voire du monde. Mais pour ça, Guillou débute aussi une abondante correspondance, dont il garde des traces et des fiches sur certains de ses contacts. En France par exemple, il ratisse un large spectre de l'extrême droite. Il entretient des liens avec la revue Défense de l'Occident, proche du MSE, et avec les revues L'Élite européenne et Jeune Révolution, où Aginterpress publie des encarts. Il est aussi en contact avec des militants du mouvement Occident et du mouvement Jeune Révolution, proche de Jeune Europe, où il trouve correspondants et mercenaires. Mais Guillou le catholique échange également avec les traditionalistes de l'officine Opus Senaculi, bien introduite à Rome. Puis à partir de 1968, Aginterpress aura aussi des contacts réguliers avec le SAC. Le service d'action civique, le service d'ordre du gaullisme. Officiellement chargé du collage d'affiches et de l'encadrement des meetings politiques, mais devenu en quelques années l'exécutant des basses œuvres du régime gaulliste, mêlé à des trafics en tout genre. Ça peut sembler étrange, sauf quand on sait qu'après mai 68, tous les anciens de l'OAS bénéficieront de l'amnistie gaullienne. Et une fois le vieux parti en retraite, Guillou pourra pousser cette collaboration plus loin, puisqu'Aginterpress participera en 1973, avec le SDEC, à la création du SOA, un groupe terroriste fictif connu pour sa tentative de déstabilisation de l'Algérie
et pour l'attentat du consulat d'Algérie à Marseille en décembre de la même année. Un projet éphémère dont on reparlera dans le prochain épisode. Mais revenons un peu en arrière. Athènes, 21 avril 1967. L'armée des colonels renverse le roi et prend le pouvoir. Un coup d'État minutieusement préparé par la CIA pour mettre fin au glissement à gauche des partis du centre. Un coup d'État modèle et un exemple lumineux pour les néofascistes italiens. Évidemment, Guillou a aussi des contacts dans cette dictature, où il fait plusieurs voyages en 1971 sous le nom d'Yves Beaumieux. Aginterpress sera aussi apparemment directement soutenu par les renseignements grecs, le KYP. Mais remontons aussi vers le nord, en Suisse, où Guillou et Robert Leroy sont introduits auprès du Parti communiste suisse. Étrange ? Pas du tout, puisque c'est un faux parti maoïste qui offre en réalité des cartes de membres aux agents de Guillou, qui deviennent donc des journalistes maoïstes. Une couverture parfaite pour infiltrer les mouvements décoloniaux en Afrique et les mouvements d'extrême gauche en Europe, et particulièrement en Italie. On va y venir, mais pour comprendre ce qui va se passer en Italie à partir de 1969, il n'est pas inutile de savoir jusqu'où Guillou va pousser son réseautage, et quelle sphère de pouvoir lui et ses idées peuvent atteindre. Et pour ça, le plus éclairant est de se rendre à Bruxelles le 27 janvier 1969. Place de Brocaire, Hôtel Métropole, 19h. Nous sommes au 12e Grand Dîner Charlemagne, un gala organisé par l'Académie européenne de sciences politiques. Et ce soir, il y a du beau monde dans la salle. Parmi les nobles et les bourgeois, au milieu des banquiers, des industriels et des politiques, tous belges et européens, on retrouve entre autres le Premier ministre belge, l'ambassadeur d'Espagne auprès des communautés européennes et Otto von Habsburg, héritier du trône impérial d'Autriche-Hongrie. La liste des convives est longue, mais approchons-nous de la table G. On y trouve le prince et la princesse de Mérode, un couple à la mode à l'époque. À leur côté, le publicitaire et homme d'affaires Jacques de Spirlet, mais aussi le fasciste, ancien du MAC et cofondateur de Jeune Europe, Émile Leclerc, et, vous le voyez venir, Yves Guillou. Alors excusez-moi, mais on est où, bordel ? Eh bien, nous sommes dans une sous-branche des européistes de l'époque. Pour résumer, on peut dire qu'après-guerre, c'est le mouvement européen international, fondé en 1948, qui mène la construction européenne. Il est fédéraliste, libéral et soutenu par les Américains. Ici, avec l'AESP, nous sommes dans une branche concurrente, le giron belge de l'Union pan-européenne internationale, fondée elle en 1922. Les pan-européens sont alors plutôt confédéralistes, aristocratiques, conservateurs et catholiques. Leur modèle, c'est plutôt l'Empire austro-hongrois, et une de leurs figures de proue est donc assez logiquement Otto von Habsburg. Les pan-européens mènent donc une lutte d'influence contre le mouvement européen, qu'ils jugent trop libéral. Et c'est le président de l'AESP, Florimond Daman, qui a invité Guillou ce soir-là. Lui aussi est un pro du réseautage anticommuniste, mais plutôt dans les sphères conservatrices, et Guillou compte donc sur lui pour lui ouvrir quelques portes. C'est ainsi Daman qui va entre autres l'introduire auprès de la féroce World Anti-Communist League, via sa branche belge, la Ligue internationale de la liberté. Parenthèse, la Ligue est née en 1966 du rapprochement de plusieurs organisations anticommunistes nationales et régionales. Quand elle prendra pied en Amérique latine, où elle va jouer un rôle clé dans les dictatures et les réseaux paramilitaires, elle deviendra une sorte de quatrième mouture de l'international noir. Mais revenons à notre soirée de gala. Et évidemment, la quasi-totalité des convives ignore tout des activités de Guillou, mais pas Daman. Ce qui rapproche vraiment les deux hommes en contact depuis l'année précédente, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un projet d'union des droites, mais à l'échelle européenne. Guillou représente l'international noir, pendant que Daman représente une fraction de ce que l'historien Johannes Grossmann appelle l'international des conservateurs, une nébuleuse informelle composée de 4 think tanks influents. Le Comité international de défense de la civilisation chrétienne, l'Institut d'études politiques de Vaduz, le Centre européen de documentation et d'information, et le Cercle. Daman a ses entrées au CEDI et au Cercle, avec lesquels l'AESP partage des membres. Et c'est donc peut-être ces membres partagés qu'il représente, ou pense représenter, dans l'affaire qui le lie à Guillou. Or, le Cercle, c'est une officine de très haute volée, spécialisée dans la diplomatie parallèle et les liens avec la défense et les services de renseignement. Il a été fondé en 1952 par le Premier ministre français Antoine Pinet et le chancelier allemand Adenauer, et est animé par Jean Violet, un ancien de la cagoule, longtemps agent officieux du Vatican, du SDEC et des services allemands de Reinhard Gehlen. On en reparlera dans le prochain épisode, mais vu le secret qu'entretient le Cercle, et l'envergure de ses membres, dont Kissinger et au hasard le président du Conseil italien Giulio Andreotti,
également membre de l'AESP, le cercle est source de beaucoup de fantasmes et de spéculations. Évidemment, la tentative d'union des droites de Daman et Guillou n'y est pas pour rien. Mais heureusement, après plus d'1 an de contacts, de réunions et d'échanges de questionnaires sur la vision européenne de chacun, cette tentative se soldera par un échec. Ouf. Mais malheureusement, avec le recul dont on dispose aujourd'hui, cette tentative apparaît comme un point de contact parmi beaucoup d'autres entre conservateurs et militants fascistes. Guillou lui-même a bien avant sa rencontre avec Daman des contacts et des fiches sur d'autres membres du cercle, comme l'ancien ministre de la Défense ouest-allemand Franz Josef Strauß, dont on parlera dans le prochain épisode, ou encore Carlo Pesanti, un banquier et industriel très proche de l'extrême droite italienne. On dirait bien que Guillou semble savoir à quelle porte frapper, et il ne doit pas être le seul. C'est qu'à partir des années 60, conservateurs, services et fascistes voient tous dans les troubles syndicaux et étudiants le signe indéniable de la subversion communiste face à laquelle les plus fous vont être prêts à opposer une contre-révolution. Et c'est donc en Italie que cette porosité entre leurs réseaux, leurs idées et leurs objectifs va être la plus évidente et la plus sanglante. L'Italie est souvent au bord de l'insurrection. 1966, 1967, 1968. Pour beaucoup, la révolution est en marche. Mai 1968, mai 1969. Les grèves et les manifestations ouvrières ne cessent pas. La tension monte. Et la violence. Et c'est alors que des bombes explosent. À Milan, à Trieste, à Padoue et dans plusieurs trains. Il n'y a ni morts, ni blessés, et personne ne les revendique. Mais le 12 décembre, Piazza Fontana, à Milan, une bombe explose et fait un massacre. Yet this was not the end of the strategy of tension. Over the following decade, the Italian people were tormented by a series of terrorist attacks. Nous avons eu en Italie 14 massacres. Pas un, 14. Il n'y a pas un seul cas où on a réussi à démasquer les vrais responsables. Cela en dit long sur la complexité des enquêtes et sur le pouvoir des services secrets, qui ont tout fait pour égarer les enquêteurs. 14 massacres, des dizaines d'attentats et 2 tentatives de coup d'État entre 1969 et 1980. Voilà ce qu'on appelle la stratégie de la tension. Une affaire d'instrumentalisation du terrorisme d'extrême droite où se mêlent services, fascistes et politiques. Mais si la justice n'est pas parvenue à juger les commanditaires, des révélations sur 2 attentats vont quand même mettre en lumière certains réseaux et acteurs liés à Guillou. Le premier, c'est celui de Peteano en 1972, un attentat à la bombe qui tue 3 carabiniers et dont l'enquête va révéler un réseau clandestin lié à l'OTAN, présent partout en Europe et qu'on appelle le réseau Stay Behind, ou du nom de sa branche italienne, Gladio. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut retourner en Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et à nouveau retrouver Reinhard Gehlen. Dans l'éventualité d'une attaque soviétique, les États-Unis mettent sur pied des unités paramilitaires secrètes pour harceler l'ennemi derrière les lignes. Elles opéreront à couvert sous le nom de Stay Behind, allusion à ceux qui resteront derrière le front, et plus tard, sous celui de Gladio. Reinhard Gehlen se charge en personne du recrutement des agents des commandos Stay Behind. Les camps de prisonniers de guerre et d'internement sont un vivier de choix pour trouver des Allemands fiables destinés à aider l'armée américaine. Ces Allemands fiables sont surtout des vétérans de la Wehrmacht ou des Waffen-SS. Sur le modèle de ce que Gehlen a fait en Allemagne, des Stay Behind vont donc être constitués en secret au tournant des années 50 à l'intérieur des services de renseignement de tous les pays de l'Alliance Atlantique. Plus ou moins chapeautés par la CIA et l'OTAN, ce sont des embryons de maquis qui prennent la forme de commandos mixtes ou de résistants en herbe devant, en cas d'invasion soviétique, apporter un soutien à des forces spéciales aéroportées. La stratégie est proche de ce que les Anglais ont fait avec les résistants français et de ce que les Français ont fait en Indochine avec le GCMA. Ces groupes paramilitaires clandestins sont donc entraînés et équipés avec des systèmes radio et des caches d'armes et d'explosifs. Et pour ce qui est des recrues, il faut à la fois dire qu'il n'y a pas que des fascistes, tout en insistant sur le fait qu'il y en a, surtout en Italie. Victor Marchetti. Il était alors l'adjoint du numéro 2 de la CIA à Washington. Isn't it a problem to give to ex-fascists
weapons and structures like Gladio, for instance. Doesn't it represent a threat? No, it was a calculated risk. That's one of the risks in the business. You're always going to have risks and what they call blowback. It comes back on you. But there were a lot of dead. Yes, but there are always deaths in war. And this was a war. It was a Cold War. Finalement, c'est donc la justice italienne qui la première va mettre le doigt sur son stay-behind local, en réalisant en 1984 que les explosifs utilisés dans l'attentat de Peteano, en 1972, appartenaient à l'OTAN et provenaient d'une cache d'armes de Gladio. Et c'est un certain Giulio Andreotti qui crachera le morceau en 1990. Celui-ci reconnaît officiellement l'existence de Gladio, non seulement en Italie, mais aussi dans tous les pays membres de l'OTAN et en Suisse. Dans l'Europe entière, des voix s'élèvent pour exiger que toute la lumière soit faite. Où mène la piste de Gladio dans les autres pays européens? Dans quelle mesure les gouvernements étaient-ils informés? Quelle forme ont pris les activités de Gladio? Des commissions d'enquête sont créées en Suisse et en Belgique. Là aussi, leurs conclusions sont décevantes. En France, les archives restent fermées. Personne ne cherche à approfondir, la presse est muette. Évidemment, les révélations sur Peteano et celles d'Andreotti semblent pointer vers les responsables de la stratégie de l'attention. D'autant que l'ombre des stay-behind planera sur d'autres massacres, en Allemagne et en Belgique. Pour certains, l'affaire est donc pliée. La stratégie de l'attention, c'est la CIA, c'est l'OTAN, et pour simplifier, on en fait un réseau européen centralisé qu'on appelle les armées secrètes de l'OTAN. Pour coller à cette théorie, d'autres iront jusqu'à faire d'Agent-Interpress le stay-behind portugais. Je n'y crois pas, et je vous dirai dans le prochain épisode ce que je pense précisément des stay-behind et de ce qui les entoure. Mais pour ce qui est de l'Italie, les choses sont malheureusement beaucoup plus complexes. Et d'abord, parce que l'existence de Gladio est loin d'être le secret le mieux gardé du monde. C'est plutôt un petit pouvoir réservé à quelques initiés, qu'ils soient Premier ministre ou terroristes. Il primo presidente del Consiglio che ha autorizzato Gladio doveva dare questa informazione ai suoi successori e quindi doveva essere questo. Noi invece abbiamo trovato che una parte sono stati informati in un certo modo, molto sommario, come vi dirò, altri non sono stati informati affatto. Ci furono degli stragisti, degli autori di strage, mi riferisco in particolare a Vinci Guerra, che fu il reo confesso della strage di Peteano, che al giudice Casson nell'84 descrisse la struttura Gladio in termini assolutamente precisi, che potevano figurare nell'appunto che poi lesse Andreotti alle Camere. Io come venga a sapere l'esistenza di queste strutture parallele? Faccio parte di Ordine Nuovo, che altro non è che un'organizzazione legata, dipendente dai servizi di sicurezza italiani. Vous vous souvenez de Vincenzo, qui nous décrivait Guillou au début de cet épisode. Il est donc membre du groupuscule fasciste Ordre Nouveau, mais le considère après coup comme lié au renseignement. Et il est aussi au courant de Gladio, sans en être, et l'auteur de l'attentat de Peteano utilisant des explosifs de l'OTAN. Alors sachant que Guillou et Vincenzo travailleront ensemble, peut-on en déduire que Guillou était lui aussi au courant? C'est possible, quand on sait que son second, Robert Leroy, a travaillé avec Guelen avant de rejoindre Agent-Interpress. Seulement, il y a d'autres acteurs, d'autres pistes à suivre dans cette enquête, et d'autres raisons de nuancer le rôle de Gladio dans la stratégie de l'attention. Quando Gladio comincia, perché poi 56, soprattutto negli anni 60, è stato abbastanza attivo, gli americani più volte nei briefing, nei meeting che facevano, sostenevano il fatto che bisognasse anche adoperare la struttura per controinsorgenza. Però questa storia finì abbastanza presto, perché nel 1966 la CIA cominciò a capire che non era più il caso di insistere su queste strutture. While the CIA was beginning to realize that these stay-behind operations were of no significance, except that they served as a network to keep
strong anti-communist people together and to keep them motivated. It was almost like a club. Conçu 20 ans plus tôt pour contrer une invasion soviétique, Gladio a donc vu son utilité s'effriter. Puisqu'à la fin des années 60, c'est contre la subversion communiste interne que la CIA, les services et les fascistes italiens veulent lutter. D'autres méthodes et structures plus en phase avec l'époque vont donc voir le jour. Et la justice italienne considère désormais que ce glissement débute lors d'une petite causerie autour de la guerre révolutionnaire, réunissant le Club des anticommunistes italiens et organisé à Rome en 1965. Parenthèse, on retrouve aussi à cette causerie le politicien Ivan Matteo Lombardo, un futur membre de l'AESP. Étrange congrès organisé par l'Institut Polio et dont une caméra fixe l'image. Il y a là tout ce qui compte dans l'extrême droite italienne pour élaborer une stratégie de lutte contre la montée du communisme. Des militaires, des leaders politiques. Parmi eux, le curieux journaliste Guido Giannettini. Praticamente l'intervento di Giannettini non era solamente sulla guerra rivoluzionaria, ma anche sulle misure che dovevano essere adottate per contrastare la conquista del potere da parte dei comunisti. E questa strategia della controguerra rivoluzionaria era proprio nel acuire le tensioni sociali, nel far vedere il pericolo della sinistra, pericolo che si doveva essere evidenziato attraverso attentati, ma anche compiuti facendoli ricadere sulla sinistra, ma anche attraverso infiltrazioni. Vous vous souvenez de Giannettini, le pseudo-journaliste fan de Raymond Abellio qu'on a croisé au début de cet épisode. À ce moment-là, il est en contact avec Guillou depuis l'année précédente, et semble maintenant disposer d'un solide bagage théorique en DGR. Est-ce que Guillou l'a formé ? C'est possible. En tout cas, il développe au congrès Polio des idées qu'on retrouvera chez Aginterpress et dans la stratégie de l'attention. Et il sera, dès l'année suivante, recruté par le CID, le renseignement militaire. Mais au congrès Polio, on retrouve aussi deux autres fascistes avec lesquels Guillou sera bientôt en contact. Pino Rauti, un ancien du MSI et futur patron d'Ordre Nouveau, le groupe de Vincenzo, et un certain Stefano Delecchiaie. Lui sera les années suivantes patron du groupe fasciste Avant-Garde Nationale, et il travaillera avec Guillou jusque dans le prochain épisode. Mais surtout, il est accusé d'être un collaborateur de l'UAR, les renseignements du ministère de l'Intérieur. Vous voyez sous vos yeux le millefeuille italien prendre forme, et ça n'est que le début. Le congrès Polio aboutit à la création d'une nouvelle organisation paramilitaire. All'inizio della contestazione, 67-68 così più o meno, è arrivato l'ordine, la disposizione di mettere in piedi una organizzazione a carattere però non più NATO ma nazionale e dipendente non dalla NATO ma dallo Stato Maggiore Esercito, che prevedeva in caso di invasione del territorio nazionale una rete di guerriglia et di contre-guerriglia. Reliée à l'OTAN mais selon un schéma différent du réseau Gladio, la structure mise à jour par le juge Salvini portait aussi un autre nom. Ce nom, c'est les noyaux de défense de l'État, et c'est donc une sorte de clone de Gladio, dans lequel on retrouve des militants d'Ordre Nouveau et Avant-Garde Nationale, mais qui seront cette fois chaperonnés non plus par la CIA, mais par des hommes du renseignement militaire américain issus du CIC. Le monde est petit, et Aginterpress ne semble jamais loin. Mais c'est finalement l'enquête sur le massacre de Piazza Fontana qui va placer Guillou directement au centre, quand réapparaîtra une étrange note des services, produite 4 jours seulement après l'attentat, et qui balance tout simplement son nom. Une note secrète du CID, les services secrets militaires, sur les conditions du massacre, livre 3 noms. 2 Français, inconnus en Italie, Yves Guérin-Sérac et Robert Leroy. Mêlant le faux et le vrai, la note fait d'ailleurs de Guérin-Sérac un Allemand. Par contre, le 3e nom est celui d'un activiste de droite très connu, Stefano Delecchiaie. Le 3e homme, à la fois mis en cause par la note et protégé, puisque la note reste et restera longtemps secrète. Il CID appronta questa nota che indica in Guérin-Sérac, Leroy, Delecchiaie gli ispiratori e gli esecutori della strategia, ma proprio per allinearsi a quella che deve essere la responsabilità a sinistra degli attentati, indica queste persone come anarchici o filocinesi. Questo è il depistaggio. Lo fai nella maniera più logica per un servizio che non intende dire la verità.
che vuole soltanto lanciare un avvertimento. Malgré cette note, qui fait de Guillou l'un des exécutants de l'attentat, jamais la justice italienne ne parviendra à l'interroger. Il est protégé lui aussi. Protégé et perdu au milieu de Gladio, son clone, des renseignements civils, des renseignements militaires, de la CIA, de l'OTAN, du CIC et des groupes fascistes. On commence à voir apparaître ici ce qu'un des patrons du contre-espionnage américain appelait le labyrinthe des miroirs. Entre les services et les fascistes, qui est quoi ? Qui fait quoi ? Moi j'appelle ça un millefeuille, parce que c'est la superposition d'acteurs semblant jouer exactement le même rôle qui permet de faire tomber le brouillard sur toute l'affaire. Un brouillard épais. Mais heureusement, pour clarifier le rôle de Guillou dans la stratégie de la tension, il nous reste les archives d'Aginterpress. Aginterpress, dont des documents trouvés plus tard sur place, révèlent les véritables activités. Celui-ci, intitulé « Notre action politique », annonce l'installation du chaos et la destruction des structures de l'État en Italie, l'infiltration des communistes, suivie d'une action dans le cadre de l'armée pour montrer la carence de l'appareil légal. C'est le programme de la stratégie de la tension, ou en tout cas celui que Guillou va fourguer à ses nouvelles recrues, puisque c'est lui, l'ancien formateur au service action du SDEC, qui semble avoir été choisi pour former les militants fascistes italiens aux nouvelles doctrines et pratiques décidées après le congrès Polio de 1965. Ouvrez vos agendas, la formation dure 15 jours, 5 jours par semaine, de 7 à 16 heures, théorie le matin et pratique l'après-midi. Et tout y est. Surveillance, filature, sécurité individuelle, actions et principes révolutionnaires, renseignements stratégiques, propagande, interrogatoire, fouilles, couverture, guérilla, sabotage, utilisation d'explosifs, mais aussi subversion, action psychologique et terrorisme. Pour transmettre son savoir-faire, Guillou a rédigé un petit traité sur la terreur qui débute ainsi. Les psychologues modernes admettent que la peur est l'un des sentiments les plus intenses que puisse éprouver l'homme. Les spécialistes de la propagande estiment de leur côté que la propagande par la terreur est la plus efficace qu'on puisse imaginer. Plus loin, il indique « Le terrorisme brise la résistance de la population et a pour but psychologique de frapper l'opinion et de pousser le pouvoir à durcir sa politique et à accepter la guerre. » Il distingue ensuite le terrorisme sélectif, qui cherche à démolir l'appareil politique et administratif en éliminant les cadres de ces organismes, et le terrorisme aveugle, qui a pour but de discréditer complètement le pouvoir, de briser la confiance du peuple et de désorganiser les masses afin de mieux les manipuler. C'est ce terrorisme aveugle qui va être pratiqué en Italie. Et si vous vous demandez qui paye Guillou pour ses formations, on ne sait pas. Mais pour avoir une idée du prix, il paraît qu'il faut regarder dans ce bouquin, de Dominique Deroux, un homme réputé proche du SDEC. C'est sur les guerres de décolonisation portugaise et les mercenaires, c'est préfacé par Raymond Abellio, et page 266, les spécialistes de la contre-guérilla se négocient $150 de l'heure, environ 1300 € d'aujourd'hui. Pour les Italiens, Guillou forme donc des civils issus d'une minorité radicale à des actions de guérilla, dans une stratégie qui vise l'impact psychologique sur la société et des changements structurels en son sein, capables de désolidariser la population et les communistes. Il faut quand même souligner ici qu'il déroule en fait le petit manuel des forces spéciales, qu'il a appris au SDEC et dans l'armée, dont on a vu dans les épisodes précédents qu'ils avaient eux aussi trempé dans le terrorisme et l'ingénierie sociale. Mais il manque encore une dimension à cette guerre psychologique que Guillou veut mener contre la population italienne. Faire de tout ça des attentats sous fausse bannière pour blâmer la gauche. Et c'est Robert Leroy, armé de sa carte du Parti communiste suisse, qui va s'en charger. È molto importante la figura di questo Robert Leroy, infiltrandosi in movimenti filocinesi e spingendoli ad azioni eversive che non erano in programma, quindi tentando di radicalizzarne le posizioni. In questo modo costituendo quel terreno affinché gli attentati che dovevano avvenire fossero attribuiti a gruppetti minoritari, anarchici o filocinesi, ma comunque di sinistra. I primi episodi di guerriglia urbana qui in Italia avvengono a Roma, a Valle Giulia, ma non c'è la sinistra. C'è tutta Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo e parte del Movimento Sociale Italiano. In tutti questi eventi noi vediamo la presenza costante di uomini della Aginterpress, soprattutto per quel che riguarda, ripeto, l'addestramento
e la preparazione degli uomini all'infiltrazione nei movimenti della sinistra parlamentare e il piano stesso dell'infiltrazione, della strumentalizzazione dell'avversario politico. Ralph è un esperto in propaganda nera. De l'infiltration des manifestations de gauche aux provocations fascistes, à la répression, puis à la violence. La stratégie de Guérin-Sérac et Robert Leroy pour conduire au chaos. Imaginons maintenant que ces hommes-là, groupés en organisation, aient fait ce qu'ils disaient. Un massacre, le 12 décembre 1969. Piazza Fontana. Lorsque les funérailles ont lieu 3 jours plus tard à Milan, la rumeur court déjà que ce massacre est l'œuvre d'anarchistes de gauche. Una strage, perché? Perché questa strage? Les jours suivants, la police accuse donc la gauche et arrête 2 anarchistes avant d'en suicider un par la fenêtre d'un commissariat. Et les semaines et les années suivantes, l'enquête sera sabotée par les services. La stratégie était donc lancée et elle fonctionnait. Et Guillou était lui déjà retourné à ses projets d'union des droites. Seulement on sait aujourd'hui que tous les terroristes impliqués à Piazza Fontana étaient des fascistes plus ou moins proches des services. Zorzi, Di Giglio, Freda, Ventura, accusés, parfois condamnés, mais toujours finalement acquittés. Et on sait aussi que Piazza Fontana ne marquait pas le début ni la fin de la stratégie de la tension, mais son accélération. Reste alors à savoir combien de carnage, combien de morts et combien de temps cette danse macabre entre services et fascistes devait durer. Et surtout, à qui elle devait finalement bénéficier. La strategia della tensione The strategy of tension was a complex phenomenon in which the various figures operating didn't have the same objectives. C'erano gruppi dell'estrema destra. There were groups from the extreme right who really wanted to destroy the democratic system with a coup. Alongside them were military commanders, parts of the secret services, and conservative forces in general, who were using this first group. Rather than a full-blown coup, they wanted a stabilization of the institutions of power. Il ruolo della destra in Italia è stato proprio questo. Si è messa a servizio di apparati di Stato che hanno alimentato una strategia che giustamente è stata definita della tensione, in quanto bisognava portare la gente ad accettare in qualsiasi momento la possibilità di uno stato d'emergenza. Fascistes, services et politiques lutteraient donc ensemble contre le communisme, mais seraient séparés entre ceux qui veulent l'état d'urgence ou carrément un coup d'État et ceux qui veulent l'ordre et la continuité. Les seconds manipulant les premiers, puisque la menace perpétuelle de l'état d'urgence devenait un moyen détourné de stabiliser le pouvoir en place. Mais alors quel parti politique au pouvoir aurait pu être les véritables bénéficiaires de cette stratégie ? Eh bien il n'y en a qu'un, le parti hégémonique en Italie depuis 1948, un parti supposément centriste, la démocratie chrétienne. Au pouvoir depuis plus de 20 ans, et souvent accusée de favoriser l'extrême droite, la démocratie chrétienne est alors divisée en plusieurs courants, dont Rumor, Moro et Andreotti. Selon les alliances, chacun à tour de rôle chef du gouvernement. Avec Andreotti, l'homme clé de la politique italienne, c'est alors Aldo Moro. Entre deux, la lutte consiste à déplacer le point d'équilibre de la démocratie chrétienne, pour l'un du centre vers la gauche, pour l'autre du centre vers la droite. Enlevé 9 ans plus tard par les Brigades Rouges, Aldo Moro écrira au cours de sa détention un journal que l'on retrouvera après sa mort. Des pages manquent à ce journal. Mais on comprend, par des références qu'il fait plus loin à ces pages manquantes, qu'il y accusait Andreotti d'avoir joué un rôle trouble dans la stratégie de la tension. On reparlera d'Andreotti la prochaine fois, mais pour en finir ici, il reste une autre question. Quel rôle a réellement joué Yves Guillou ?
Celui d'un fasciste visant le coup d'État militaire, comme celui du général Salan en Algérie en 1961, ou plutôt comme celui de De Gaulle le conservateur en 1958. Est-ce que Guillou, l'homme du renseignement, protégé par les services portugais et français, en lien avec les services grecs et sud-africains et avec des hommes proches du cercle, n'aurait pas finalement joué le jeu des conservateurs de la démocratie chrétienne? Pour un idéologue comme lui, c'est peu probable. Et puis souvenez-vous de la note du renseignement militaire qui balançait son nom pour Piazza Fontana. Elle l'impliquait à raison dans la stratégie, mais mentait en faisant de lui un exécutant. C'était un avertissement, et Guillou ne remettra plus les pieds en Italie. Mais qu'importe, d'autres fascistes et d'autres officines prendront le relais dans la production de la terreur, de la mort et de la stabilité politique. Avec cette stratégie et dans un fruit aussi pourri, ce manège lancé à la fin des années 60 va donc durer 10 ans. Guillou, de son côté, toujours installé à Lisbonne, atteindra lui son apogée au début des années 70, alors qu'il approche de la cinquantaine. Aginterpress est alors financièrement indépendant de ses parrains portugais. L'agence est active sur 3 continents où elle entretient des réseaux et forme des civils et des militaires à la subversion anticommuniste. La guerre froide continue aux 4 coins du globe et le sang coule partout. Pour Guillou, la situation est donc excellente. Quand soudain, tard dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, sa radio tout saute. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Minuit 20, le signal retentit sur Radio Renascença. Interdit par la censure, qui considère son auteur trop proche du Parti communiste, ce chant appelle au réveil du peuple portugais. En un éclair, le MFA neutralise les centres stratégiques du pays. Spontanément, la population s'empare du mouvement des capitaines. Une certaine Céleste Caïro partage généreusement son bouquet d'œillets rouges avec les soldats. Sans le savoir, elle vient d'offrir un symbole à la Révolution. La révolution des œillets met brusquement fin à 48 ans de dictature salazariste, et on peut la remercier, parce qu'elle a pris Guillou et Aginterpress de court et qu'ils ont dû abandonner dans leur bureau de Lisbonne la paperasse qui nous permet aujourd'hui de raconter ici une partie de cette histoire. Hélas, on verra dans le prochain épisode qu'elle n'a pas mis fin au projet réactionnaire d'Yves Guillou. On verra comment il nourrira la contre-révolution en Espagne et au Portugal, comment il rebondira dans l'ère de jeu des Américains en Amérique latine, comment l'ombre de sa stratégie continuera de planer en Italie, mais aussi en Allemagne et en Belgique, et comment ses réseaux et ses idées continueront de pourrir avant qu'enfin la guerre froide ne se termine. Qui ci troviamo con un automa che in fondo riassume un po' il nostro argomento. Direi che questo è l'automa della politica, questo è il giocoliere, le jongleur.